Salut à vous les fans de catch, fans de la WWE et bienvenue sur What Catch, la chaîne française sans cash. Avant toute chose, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et j'espère que vous avez été gâtés. Aujourd'hui, nous allons parler de SmackDown ainsi que Raw. Nous allons parler en globalité des choses qui vont ou ne vont pas, des choses qui nous tiennent à cœur ou non, ou des incohérents. Aujourd'hui, c'est un débat. Mais sans plus attendre, jingle. Comment vous allez, mon cher Cole? Ça va, bonjour à tous et bonne fête de fin d'année. Bonne fête à vous aussi également. Ça. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec un Raw qui s'est produit donc le 22 décembre. Un Raw avec comme premier match Asuka et Rhea Ripley. Donc, victoire de Asuka face à Rhea Ripley avec quelques interventions des deux parties, notamment avec Yosuke blessé au dos. Nous avons également eu cette fameuse bataille promotionnelle entre guillemets entre Maxine Dupri et Becky Lynch. C'est terminé par une magnifique angle lock. Nous avons eu une promotion bien évidemment de Nikki Bella par rapport à son héritage qu'elle évoquait. Nous avons eu un match entre Jevon Evan et Rayo Americano, une belle victoire de Jevon. Nous avons eu un match face Bayley contre Roxanne Perez, où c'est une victoire de Bayley. On reviendra dessus, parce que bien évidemment, ça a été un peu compliqué. Les ententes n'étaient pas très là. On a eu une promotion de Gunther interrompue par CM Punk et Rey Mysterio. Et nous avons eu le main event de du soir, Austin Theory, Bronson Reed contre CM Punk et Rey Mysterio, qui justement remporte ce match grâce aussi à une intervention de Braun Breaker, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce Raw, mon cher Cole? Comment vous l'avez ressenti? Est-ce que c'est sympathique à voir? Est-ce que c'était lent, bon? En fait, c'était un Raw de fin d'année. En fait, on peut pas, on prépare la nouvelle année. On peut pas faire scénaristiquement des choses trop précipitées, trop importantes. Sachant que le premier Raw de l'année, le premier SmackDown de l'année, il va y avoir des matchs importants parce que c'est les premiers de l'année. Donc, c'était un show assez correct, mais qui, voilà, on va dire, qui nous fait des teasers de matchs pour une continuité, pour savoir ce qui va se passer lors du premier show de l'année. Très bien. Moi, pour ma part, personnellement, j'ai un peu l'impression que la WWE perd un peu de vitesse au niveau de ses scénarios. J'ai l'impression qu'on stagne un petit peu. J'ai presque envie de dire que les scénarios féminins sont peut-être limite mieux écrits que les scénarios masculins. Et encore, ça reste à voir, hein. Je parle surtout pour Raw. Actuellement, il est difficile de se dire que bon, bah, c'est à certains matchs qu'on voit pour les revoir, c'est compliqué. Et même les scénarios principaux des catcheurs principaux, je trouve qu'elles stagnent, qu'elles sont lentes. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, Cole, on est en fin d'année, donc du coup, forcément, il y a les catcheurs qui sont en vacances, il y a des catcheurs qui sont blessés. Donc du coup, autant en profiter justement aussi pour mettre, les nouvelles générations un petit peu en avant. Mais je trouve que malgré tout, même avant cette fin d'année, on est un peu sur du fade et du redondant. Les scénarios deviennent un petit peu,
limite classique et sans saveur. Nous allons donc parler et continuer avec SmackDown pour ensuite pouvoir faire une généralité des 2. Sur SmackDown, bien évidemment, nous avons eu ce fameux moment de Happy Christmas avec, Joey Hendry à la guitare et avec, ses super, lutins, et le Père Noël, limite, hein, j'ai envie de dire Otis, faisait très bien Otis de Père Noël. Donc du coup, forcément, qui a été interrompu, par le Miz, qui, donc du coup, propose un match dans lequel il perd et bien évidemment, on voit, le lapin blanc qui dansait depuis le début sur les musiques, magnifiques de Joey Hendry, il n'était autre que R. Donc bien évidemment, hein, encore une fois, petite dédicace à John Cena avec un pack Nickel Triple porté par Airpousse. Mais donc, ce qu'on retiendra, c'est la victoire de Joey Hendry qui, lui, par contre, a vraiment du coup officialisé son arrivée à SmackDown et à la WWE. On aura aussi un match Lash Legend face à Charlotte Flair. C'est donc Charlotte Flair qui remportera ce match. Nous aurons, un match, je pense qui vous a peut-être marqué parce que je sais l'amour que vous avez, mon cher Cole, pour Ilja Dragunov face à Carmelo Hayes et bien évidemment le changement de titre, le titre des États-Unis qui passe à Carmelo Hayes, un nouveau champion. Nous avons, un match tag team féminin entre Chelsea Green et Alba Fire face à Julia et Ganya James, pour la prononciation. Donc c'est une victoire de Julia et Kanya James. Et bien évidemment, nous avons eu aussi, cette petite intervention, cette petite altercation entre Drew McIntyre et Cody Rhodes. Heu, Par contre, et encore une fois, je le dis, on est dans une perte de vitesse totale. On a 2 champions, incontestés en quelque sorte, hein, mais je puis dire WWE qui est un titre important, si ce n'est le titre le plus important et c'est fade. On a des personnes qui viennent pour récupérer le titre, c'est toujours les mêmes, ça change pas. Du coup, on a une espèce «d'invincibilité» de Cody Rhodes entre guillemets qui n'est pas vraiment très méritée, je croûte. Il y a personne pour venir récupérer ce titre, ne serait-ce que Roman Reigns ou éventuellement l'arrivée de Brock Lesnar et encore, est-ce qu'il est vraiment dans le show bleu? Donc du coup, forcément, pour moi et ce qui est très dommage, c'est qu'on utilise Drew McIntyre un petit peu comme un couteau suisse. Mais, au vu des tournures et au vu du fait que Cody Rhodes, je trouve, perd énormément, même au niveau des fans, je trouve que, bon, les fans sont toujours là, ils aiment toujours Cody Rhodes, mais je trouve que son personnage a beaucoup moins d'importance, donc du coup, saoule un peu plus les fans de la WWE. Est-ce que c'est pas le moment de faire tourner pile? Est-ce que la WWE n'a pas pour, objectif justement de le faire tourner heel? Et je sais pas pourquoi, je vais pas vous mentir, au vu des situations et le fait que Drew McIntyre a été un couteau suisse pendant pas mal de temps, sans avoir de réelles histoires et encore une fois, les histoires à la WWE actuellement, c'est très compliqué. Bah, j'ai l'impression que pendant cette tournée d'Europe, comme vous l'avez dit, je pense qu'on va avoir un nouveau champion. Je pense qu'à mon avis, Drew McIntyre, je le vois comme ça. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que Drew McIntyre va sortir avec le titre. Je pense qu'il va prendre le titre de la WWE, ce qui permettra donc à Cody Rhodes de se renouveler éventuellement ou de voir avec WWE quel objectif et bien, quelle, quelle direction ils vont prendre justement. Parce que malheureusement, ce qu'on peut ressentir, enfin, du moins ce que je peux ressentir avec Cody Rhodes qui est très vide, pour moi Cody Rhodes c'est une coquille vide, je suis désolé mais Jade Cargill c'est pareil. Scénaristiquement parlant, c'est vide aussi. On la voit en backstage, elle affronte Michin, il y a rien. Je suis désolé, à SmackDown, c'est encore pire qu'à Raw. Il y a rien. Il y a même pas un début d'histoire ou un début de quelque chose et encore une fois, c'est là où on va dire que je suis d'accord sans être d'accord avec, avec vous, mon cher Cole.
c'est par rapport justement à cette fameuse dépense de titres par équipe féminine. J'ai l'impression que la meilleure story de SmackDown, c'est ce Tag Team féminin. C'est ce que ça bouge le plus. On a Rhea Ripley avec Io Sky, on a Lash Legend, avec Nia Jax. Alors il y a des équipes un petit peu partout, ça va un petit peu dans tous les sens, mais on est en mode, qui va gagner? Je crois que c'est le truc qui me hype le plus à SmackDown. Alors c'est vrai que là aussi, bon bah, Dragunov qui perd son tease et justement on en discutait la dernière fois, aussi. Est-ce que c'est pas dû aussi à ce fameux format qui est un open challenge maintenant? Parce que bon, bah, bien évidemment, hein, aux époques, lointaines, les champions du monde des États-Unis ne défendaient leur titre que pendant les pay-per-view, au même titre que les titres majeurs. Donc du coup, là, le fait qu'on ait un open challenge, pardon, vous imaginez Dragunov qui fait 100 victoires d'affilée? Donc forcément, je pense qu'à mon avis, à partir d'un certain nombre de victoires, je pense que quoi qu'il arrive, le titre finit par changer de main. Ouais. Et donc du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que du coup, on n'aura plus forcément de story autour de ces titres, mineurs. Déjà qu'on n'a plus de story tout court. Alors j'ai envie de dire, là, franchement, la WWE, il faut qu'ils se ressaisissent. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que est-ce que vous pensez que la WWE est en train de chuter? Dans le sens où leurs histoires sont nettement moins intéressantes et qu'aujourd'hui, on se lasse un petit peu, de ce qu'ils nous proposent? Je vais être d'accord avec vous. Après moi, j'ai ce côté où en fait, j'essaye d'avoir une certaine empathie pour, essayer de les comprendre. Moi déjà, par rapport à ce que vous avez dit, moi ça me dérangerait que Drew McIntyre prenne la ceinture. Pas parce que j'aime pas Drew McIntyre, au contraire, je l'apprécie énormément. Mais s'il prend la ceinture, ça voudrait dire que The American Nightmare Cody Rhodes deviendrait une 3e fois champion. Ce qui veut dire il deviendrait 3 fois champion en 1 an et demi. Et là, on rentre dans la 2e année. Donc en fait, c'est problématique parce que si le mec est là pour rester 10 ans, 15 ans, heu, ça va être compliqué. Roman Reigns, il a réussi à tenir et à amener un certain niveau avec, avec cette ceinture. Il est resté champion une seule fois en 2 ans, 3 ans. Donc en fait, juste parce qu'il n'est pas bon, scénaristiquement, il n'arrive pas à amener, heu cette ceinture à un certain niveau, on va toujours lui mettre des adversaires qui le font perdre et ensuite il la récupère. Soit tu dégages et on trouve quelqu'un d'autre, soit, voilà, tu réussis à amener un certain niveau. Après pour, Jade Cargill, je suis d'accord avec vous. Au départ, je me disais: «Bon, Jade Cargill, voilà, elle est très forte physiquement, voilà, elle mérite d'avoir la ceinture et en plus, ça faisait depuis 1 an qu'elle est arrivée à la WWE, donc faut être championne». Mais pour ça, comme vous l'avez dit, faire du backstage, face à Michin. Michin, j'ai rien contre elle, hein, mais en effet, je suis d'accord avec vous, c'est un second couteau. Elle est là avec son kendo stick, elle ne sert à rien. C'est comme Bifab et sa pote, des Street Profits, ils ne servent à rien ces 2 là. Ils sont là pour faire des apparitions, et en fait, tu mets en opposition des catcheurs face à elle. Et en fait, on se dit: «Mais pourquoi en fait?» Mais c'est parce qu'en effet, tous les bons toutes les bonnes catcheuses, elles sont par équipe. Alexia Bliss, Charlotte Flair, Nia Jax, la nouvelle qui vient d'arriver, Lash Legend. Elles ont du potentiel pour jouer solo, mais elles sont en équipe. Rhea Ripley, elle est en équipe, Asuka, elle est en équipe. Donc en fait, il y a plus personne pour Jade Cargill. Et là, faut être sérieux et sincère, là, elle fait de la merde. Désolé pour le terme, mais il faut qu'elle se réveille l'année prochaine et que en fait,
elles se ressaisissent et sincèrement, on peut dire que c'est toujours de la faute de la WWE par rapport parce que oui, c'est eux qui bookent et c'est eux qui scriptent, mais si tu proposes pas, tu pas quelque chose, et ben, en fait, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, Arrow, pour le moment, c'est une bonne idée, The Vision avec une équipe jeune, prometteur. Maintenant, faut voir, ça va nous amener où? Et c'est toujours là, parfois, que la WWE pêche. Parce qu'en fait, on ne sait pas où, en fait, ils veulent aller mais je suis d'accord avec vous. Bah, ils veulent nous emmener avec un Austin Theory qui prend les finitions de Seth Rollins, par exemple. Heu bon, bah, encore une fois, hein, des Kenshi à veux-tu en voilà, alors que, bah, ça y est, John Cena est parti. Ça, c'était le petit point, qui me fait beaucoup rigoler. Non, alors oui, je suis d'accord, sur pas mal de points, notamment après peut-être, un peu plus, dans le je leur en veux un peu moins que vous parce que où je trouve justement que si jamais les histoires et les storylines étaient quand même beaucoup mieux écrits, peut-être que les catcheurs se sentiraient quand même un peu plus ils seraient un peu plus dedans, ils se sentiraient plus présents. Les histoires sont mieux écrites, donc forcément, on sent le catcheur qui est beaucoup plus présent sur le ring. Enfin, je n'ai pas les termes exacts là, ma langue pêche un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez quand, on a eu Roman Reigns qui faisait partie de la Bloodline, c'était bien écrit. En plus, on était dans un moment de pandémie, il y a eu pas mal de soucis. Et il a tenu le coup parce qu'il est arrivé, il a dit que c'était le tribal chief, puis ensuite il a commencé à intégrer dans son groupe les Usos, puis ensuite c'est devenu la Bloodline et puis l'histoire était là et puis ouais, mais il fallait une faction pour éliminer cette Bloodline. Ouais, mais à quoi? Forcément, si pour que Drew McIntyre, il arrive tous les week-ends pour dire: «Je veux un match pour le titre», quelle est l'histoire? Et entre 2 on nous dit: «War Games». Mais en fait, non, en fait, il y a un terme en anglais, qui est utilisé dans les séries, qui s'appelle on appelle ça «the show stealer». En gros, ça veut dire le voleur de show. En gros, c'est on te définit en tant que personnage principal et tu es là, normalement, tu es censé être le personnage principal, c'est toi qui dois amener ton charisme et cetera et cetera. Mais il y a des personnages secondaires qui ont tellement plus de charisme et qui sont tellement capables d'amener plus de choses qui surpassent le personnage principal. Ils sont quasiment au de ils sont au même ils arrivent à arriver au même niveau et même dépasser le personnage principal. Roman Reigns, plusieurs fois, il a été décrié, il a été insulté, hué, parce que le public n'acceptait pas que ça soit le cousin, du Rock et cetera et cetera. Pendant la période du covid, on disait: «Oh non, pas lui» et cetera. Mais il a amené ce travail. Quand on s'aperçoit qu'il signe avec Paul Heyman et que ça devient un Paul Heyman guy, on dit: «Ah, peut-être». Après, il avance petit à petit, essayer et soumettre ses 2 cousins, un par un, pour que, comme vous le dites, ça devienne une faction. C'est lui qui travaille, même si la WWE lui dit: «Vas-y, continue sur ça, ça». C'est ce charisme et c'est cette intrigue et c'est ce travail qui amène à cette aura et à cet engouement. C'est en fait, il il faut que il faut que les catcheurs de la WWE comprennent que c'est pas seulement ce qu'on va leur écrire qui vont leur dire, qui vont leur amener là où ils sont. Et des fois, j'ai l'impression que c'est Cody Rhodes, il pense que tout en fait, comme on lui écrit tout, c'est bon, tout est acquis. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a un travail derrière, en fait. Et là, je parle pas je parle pas de la performance, la compétence sportive et cetera. Non, non, non. Je parle du travail derrière qui fait qu'il y a des gens qui étaient censés être des personnages secondaires se transforment en personnage principal parce qu'ils ils prennent le dessus.
des voleurs de show. Et il y en a plein. C'est Rollins, il l'a dit tellement de fois. Il l'a dit, je ne serai jamais du même niveau que Roman Reigns, parce que Roman Reigns, il est là pour être un personnage principal. C'est lui qui est dans le devant de la scène, etc., etc. Mais est-ce que vous avez vu tout le travail qu'il a fait pour pouvoir être au même niveau? C'est, la façon dont il a caché ces 2 Money in the Bank, lors du précédent, WrestleMania et du SummerSlam, c'est ça. C'est ça qui est surprenant et c'est ça et c'est ça qu'on veut, en fait. C'est pas censé Seth Rollins n'a jamais été et censé être un personnage principal, mais il a tout fait pour l'être et tout n'est pas acquis. Donc en fait, il faut aussi que les catcheurs et les superstars de la WWE travaillent aussi derrière pour pouvoir amener cet engouement. Oui, je suis je comprends, je conçois la façon dont c'est dit. Après, je reste quand même persuadé que Roman Reigns, par rapport à d'autres, a quand même été mis dans de meilleures conditions, ce qui fait que, alors d'accord, il a apporté son catch et son charisme, il a apporté les choses qu'il devait apporter, mais la WWE derrière a facilité aussi les choses. Je suis désolé, mais on met 2 livreurs, un dans une Ferrari et une dans une Twingo. Le livreur qui est dans la Twingo, il aurait beau être le meilleur, pilote de tous les temps, le gars qui est moins bon, mais dans la Ferrari ira quand même plus vite. Donc si on dit que les 2 véhicules sont les stories, écrits par la WWE et qui sont aussi les choses données par la WWE pour épauler leurs catcheurs, bah, forcément, il y a des catcheurs qui sont quand même un peu mieux lotis que d'autres. Mais donc du coup, oui, forcément, on arrive quand même à une WWE qui, je trouve, perd, perd en saveur, même avec, d'autres amis, d'autres connaissances qui eux aussi regardent le catch, ils ont un petit peu ce discours où ils les histoires sont beaucoup moins intéressantes. On espère que la WWE va se ressaisir sur ces petits problèmes. On espère que tout simplement aussi, c'est juste dû aux blessures et aux fêtes de fin d'année. Bien évidemment, j'en doute. Pas personnellement, je pense que ça fait déjà depuis un petit moment et les fêtes de fin d'année, c'est juste une excuse. On a aussi le problème du fait que, les shows sont répartis dans des secteurs télévisés différents. Donc du coup, forcément, la draft est peut-être moins possible. Donc du coup, forcément, si on a envie de voir un CM Punk à SmackDown, éventuellement pour botter le cul de Cody Rhodes et pourrait peut-être même être le WWE champion, ça se fera peut-être pas tout simplement parce que les droits appartiennent actuellement à Netflix et peut-être que Netflix, ont envie tout simplement de garder CM Punk et donc du coup, forcément, la draft est beaucoup plus compliquée. On ne tergiversera pas là-dessus, ce sera peut-être justement un prochain débat, par rapport au prochain épisode entre les 2 droits télévisés. En tout cas, à partir du 3 janvier, si je ne dis pas de bêtises, il y a première diffusion de Raw sur Netflix France, ce qui veut dire que ceux qui n'avaient pas l'occasion d'avoir un VPN pourront enfin regarder le catch en français sur Netflix. Et donc du coup, avec, cette fameuse information, je vous souhaite de bonnes fêtes. Ciao, ciao. Salut!